Strasbourg Music Week. Troisième édition. Du 26 au 29 mai 2025. Alors, Strasbourg Music Week 2025, deuxième journée. Et nous sommes en présence de Stéphane Krasniewski. Alors, il paraît, on m'a dit que tu es le grand chef du SMA, Syndicat des musiques actuelles, c'est bien ça? Oui, j'ai l'honneur de présider le Syndicat des musiques actuelles depuis maintenant 8-9 mois. Et donc, c'est quoi ce machin? Alors, ce machin, c'est un syndicat de patrons. Un syndicat de patrons qui réunit 600 et quelques entreprises qui se reconnaissent toutes dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire quand même. C'est des patrons plutôt sympas. C'est un syndicat de filière. Il y a un quart de festivals, un quart de salles, un quart de producteurs et puis un quart de structures qui sont partie intégrante de la filière. Parmi elles, il y a des radios associatives, la Ferrarock, etc. Mais il y a aussi des labels phono, des réseaux régionaux, etc., etc. Donc voilà, l'idée c'est d'œuvrer sur des sujets communs à tous ces métiers, donc que ce soit par du conseil juridique, que ce soit par le développement de formation, que ce soit par du lobbying aussi, pour pousser nos enjeux. On vient de faire paraître par exemple une cartographie qui montre que le spectacle vivant est, j'allais dire, presque gangréné par des grands groupes capitalisés qui prennent des intérêts dans les médias, ça on le savait déjà, mais aussi dans les festivals et dans les salles et un peu de partout. Voilà, donc l'une des missions qu'on s'est assignées nous-mêmes, c'est de faire état de ce paysage-là pour sensibiliser à la fois les publics, les artistes, les décideurs, au fait que si on veut continuer de préserver en tout cas cette diversité culturelle et dans toutes ces expressions, eh bien, il va peut-être falloir faire quelque chose. On peut citer un exemple d'un grand méchant capitaliste qui veut manger tout cru les gentils Français? Eh bien, disons, alors il y en a plusieurs, il y a des Français aussi qui veulent manger des Français. Et on va parler de Vivendi et de Bolloré qui est derrière, qui a plutôt un gros appétit. Mais il y a évidemment aussi Live Nation, il y a AEG, voilà, ils sont quelques-uns à se tirer la bourre. Mais à l'arrivée, c'est une si mauvaise chose qu'il y ait des investisseurs capitalistes dans le domaine des musiques actuelles. Ça ne va pas développer le secteur? Ça risque d'en développer une partie, ça c'est évident. Le danger, c'est que ça se fasse au détriment du reste. On est lucide, on ne va pas empêcher ces groupes qui ont des moyens qui sont colossaux d'arriver et de faire ce qu'ils ont à faire. En revanche, cette préoccupation, c'est de faire en sorte que le reste de l'écosystème continue de vivre. C'est-à-dire que tous les festivals indépendants qu'on représente, et par les festivals indépendants, eh bien, les producteurs indépendants, les salles, etc., continuent d'exister parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire vivre toute cette variété d'expressions. La mauvaise chose, c'est seulement si ça se fait au détriment du reste. Mais aujourd'hui, donc, on y vient à peu près régulièrement. Les baisses de subventions, la région Pays de Loire, la région Auvergne-Rhône-Alpes réduisent les subventions. L'État cherche 40 milliards d'économies. Ça risque de se faire au détriment de la culture. On reviendra sans doute aussi sur les intermittents du spectacle, etc. Bref, il y a une baisse de l'argent public effective aujourd'hui. Alors comment on fait en tant que syndicat pour lutter contre ça? Voilà. Alors déjà, on se fédère, on avance ensemble sur les sujets qu'on essaie de prioriser. On milite pour qu'il y ait une meilleure répartition peut-être des richesses, ou en tout cas une affectation de ces richesses aux projets qui vont dans le sens de l'intérêt général et de l'intérêt public, c'est la base. Ensuite, on essaie aussi de militer pour un assouplissement de la réglementation. Alors, l'assouplissement de la réglementation, je vais prendre deux exemples. Celui des Cressons, qui vient impacter directement nos activités et qui peut nous mettre en péril parce que ça demande de mobiliser des moyens que l'on n'a pas ou que l'on n'a plus, à l'inverse de ces festivals, manifestations qui sont portés par des groupes qui ont accès à des moyens non pas illimités, mais en tout cas qui sont sans commune mesure avec les nôtres. Voilà, un autre exemple, c'est celui des ensembles des montagnes, voilà, qui demande une technicité et là aussi des moyens à mobiliser. Donc il y a à la fois des moyens financiers que l'on peut ou doit flécher sur des intérêts qui relèvent de l'intérêt général. Il y a une réglementation qu'on doit pouvoir assouplir de manière à ne pas pénaliser les initiatives indépendantes et certaines esthétiques aussi. Donc là, c'est en cours, c'est en travail. Voilà, c'est deux pistes qu'on a identifiées. Et on a une troisième qui va être de dire, peut-être que les festivals qui sont possédés par ces grands groupes, il faut réfléchir à leur montage et lorsqu'ils sont adossés à une association, faire en sorte que cette association n'ait pas accès à du financement public ou le recours au bénévolat. Voilà, ce sont des choses qu'on essaie de pousser, dont on discute avec le ministère et avec les décideurs.
Et qu'en est-il de la désaffection du public pour les concerts, hein? Évidemment, il y a le Covid qui a marqué un arrêt brutal des événements. Et puis, on lit des articles de presse qui nous racontent que les jeunes vont de moins en moins aux concerts, au festival. C'est vrai ça se sent? Alors c'est très paradoxal en fait, c'est très paradoxal. La plupart des festivals affichent vraiment un bon bilan. Malgré ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon bilan de fréquentation, je parle. Voilà, avec des taux de remplissage extrêmement hauts, mais malgré ça, ils sont au déficit et ils sont vraiment dans une tension économique qui pose question. Ça, c'est une chose. Donc, c'est pour tempérer un peu la désaffection du public. Honnêtement, le public, depuis la fin du Covid, il revient dans les salles, il revient sur les festivals. En revanche, c'est vrai que le public le plus jeune, on a un peu de mal à le capter sur les festivals. Il y a des habitudes qui n'ont pas été prises pendant la pause du Covid. Il y a de nouvelles habitudes qui sont prises du fait de la transformation de l'environnement. Et je vais prendre l'exemple des salles de grande capacité qui viennent avec une proposition qui est extrêmement forte, où ils proposent les artistes qui peuvent venir avec leur show dans leur intégralité. Les artistes qui produisent eux-mêmes ces dates vont avoir tendance à encourager leurs fans, parce que maintenant on parle de fans, à aller sur ces stades et ces arénas qui ne tournaient pas pendant l'été avant le Covid et qui désormais sont en concurrence directe avec les festivals. Donc, ça accélère d'une certaine manière le changement d'habitude de cette jeune génération qui n'a pas développé plus que ça une habitude d'aller au festival et de se laisser porter par la curiosité. Donc on a quand même aussi un travail à faire à notre niveau, au niveau des festivals je veux dire, pour réussir à être plus séduisant, pour réussir à séduire ces publics-là, et puis aussi à travailler avec les collectivités pour qu'elles arrêtent ou qu'elles réfléchissent aux conséquences de l'ouverture de ces salles de grande capacité durant des périodes où les festivals, qu'elles soutiennent par ailleurs, ont peut-être du mal à toucher ces publics. Alors il y a les zéniths, les arénas, Allianz ou les stades, etc. Mais il y a aussi des petits lieux. Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'aujourd'hui en France, c'est encore possible d'organiser des concerts dans des bars à concerts, des cafés-concerts, d'ouvrir un bar où on a envie d'accueillir des artistes? Oui, alors c'est intéressant parce qu'effectivement on voit qu'il y a même une résurgence, je dirais, de cette scène-là qui dans l'absolu est plutôt chouette parce que ça ouvre des nouveaux espaces et ça permet d'aller au contact de la population alors qu'on assiste quand même, il faut le dire, à une espèce de métropolisation de la culture. C'est-à-dire qu'on est, après la grande phase de la décentralisation, on s'aperçoit que les métropoles régionales siphonnent une bonne partie de l'offre culturelle ou concentrent une bonne partie de l'offre culturelle et qu'on recrée des déserts culturels dans la ruralité. Parce que les petites salles, les petits équipements qui s'étaient montés, structurés dans les années 90 ont plus de mal à survivre et ils sont remplacés petit à petit par ces solutions alternatives dans des bars, des cafés, etc. etc. Donc il y a le côté positif, c'est qu'on recrée, on retisse du lien dans des micro-lieux. Le côté plus négatif, c'est que finalement c'est comme un recul, un retour en arrière peut-être, comme une réponse, un palliatif à la crise que vivent ces lieux qui étaient intermédiaires et qui s'étaient structurés depuis une vingtaine d'années et qui n'ont plus les moyens de survivre, quoi. Et sinon, si on parle de musique actuelle, c'est difficile d'éviter Spotify. Par exemple, est-ce que le SMA, Syndicat des musiques actuelles, ou ses adhérents ont un lien, des échanges avec Spotify? Ça existe ou bien c'est un machin inaccessible qui fait ce qu'il veut dans son coin? Alors, je ne sais pas si c'est un machin inaccessible. En tout cas, nous, on n'est pas en contact direct, je reconnais. Et on l'est d'autant moins qu'on a milité fortement pour la mise en place d'une taxe streaming en France. La taxe streaming, c'est quoi? C'est la captation d'une partie des recettes des plateformes de streaming pour alimenter la filière, pour que ce chiffre d'affaires généré par Spotify, par YouTube, par TikTok, etc., qui utilisent la musique sans contribuer au financement de la filière, finalement, corriger un peu cette erreur-là. Pas mentir, ça nous a mis un peu en conflit avec ces plateformes qui voyaient ça comme une entrave à leur liberté d'exercer. Pour autant, cette taxe a été mise en place et elle permet de financer les labels indépendants, de financer la production phono indépendante en France. Et il me semble que c'est une bonne chose. Voilà. Donc le contact n'a jamais été très dense. Il s'est encore un peu plus distancié depuis 8-9 mois que la taxe a été votée. Mais on ne sait jamais, peut-être que ça va revenir. Et en France, les syndicats représentatifs négocient avec l'État, dans les commissions paritaires. Vous êtes SMA, vous êtes représentatif, vous négociez avec l'État et les représentants de salariés. Quelles sont les priorités, les combats à mener actuellement? Le syndicat, nous, on négocie, on est dans des organisations paritaires. On est notamment dans 3 conventions collectives, où là, on négocie avec les salariés. On est dans la convention collective EAC, donc spectacle vivant subventionné, on va dire, spectacle vivant privé, et puis édition phono. Voilà. Donc, on essaye, nous, de militer pour une amélioration des conditions de travail. On se rend compte que dans notre milieu, nos métiers sont moins attractifs que par le passé. Donc il faut qu'on se questionne, qu'on se positionne sur une meilleure attractivité de nos métiers, une meilleure formation des jeunes aussi, et un meilleur échange avec tous les organismes de formation, les syndicats de salariés, etc., pour essayer d'améliorer cette intégration-là.
Et peut-être pour terminer, niveau pratique, tout le monde peut adhérer au SMA. Combien ça coûte? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce sont les entreprises qui peuvent adhérer au SMA. La cotisation est en fonction des chiffres d'affaires. Donc, on a une petite structure. On aura une cotisation minimum de 50 ou 100 euros, je ne sais plus. On est une grosse structure, un gros festival de millions d'euros. On paiera peut-être 1000 ou 2000 euros. Voilà, il y a une forme de péréquation de fait, que ce soit le plus juste possible. Voilà. Et en revanche, il y a un dossier à remplir et on n'accepte pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être en face, comme je le disais en préambule, et bien avec les valeurs que défend le syndicat, à savoir les valeurs qui se retrouvent dans l'économie sociale et solidaire. Vive l'économie sociale et solidaire. Merci Stéphane Krasniewski, président du SMA, syndicat des musiques actuelles. Merci Jean-Luc. Strasbourg Music Week. Troisième édition. Du 26 au 29 mai 2025.